Bonjour et bienvenue sur le plateau de 3 minutes éco. Aujourd'hui, nous avons un programme particulièrement ambitieux puisqu'il s'agit de comprendre les clés d'une fusion-acquisition réussie dans un contexte économique mondial toujours plus incertain. Avec nous pour en parler, Sébastien Bonnet, directeur associé chez Square. Bonjour Sébastien. Bonjour Florentine. Alors, une fusion d'entreprise est censée, tout du moins en théorie, créer de la valeur pour les différentes parties, mais cela peut aussi être une source de risques. Comment appréhender ces risques pour éviter que cette opération ne vire au fiasco? Effectivement Florentine, tout d'abord et pour bien comprendre de quoi nous parlons, quelques chiffres. Le niveau de transaction des fusions-acquisitions a atteint en 2018 près de 4 000 milliards de dollars. Mais au-delà des volumes se pose la question de la création de valeur de ces opérations et de la sécurisation des gains associés pendant la phase d'intégration. Alors du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre une opération réussie et un échec cuisant? Les risques inhérents aux fusions-acquisitions sont nombreux, aussi bien sur la phase amont, on parle de due diligence, que sur la phase d'intégration post-acquisition. Que ce soit pour une stratégie de diversification, de consolidation ou une volonté d'extension de services, l'intégration de nouveaux produits, de nouveaux services ou de nouvelles technologies, c'est le cas de l'intégration d'acquisition de start-up au sein de grands groupes. La phase amont d'une opération de fusion-acquisition doit nous permettre de valoriser au mieux les synergies potentielles entre l'acquéreur et la cible. Alors, quel type de synergie, justement, mettre en place? 3 grandes synergies sont à mettre en place. Premièrement, les synergies en termes d'actifs et d'activités stratégiques. Deuxièmement, les synergies en termes de culture et de valeur d'entreprise. Les collaborateurs doivent être de véritables acteurs de l'opération. Troisièmement, les synergies en termes d'organisation et de gouvernance. Sur ce point, l'exemple récent de Luxottica et d'Essilor le démontre. Oui, les problèmes de gouvernance, effectivement, entre Essilor et Luxottica sont un bon exemple de la nécessité de sécuriser tous ces aspects le plus tôt possible, dès la phase en amont. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement d'autres risques, excepté les risques réglementaires ou les risques de gouvernance qu'on vient de citer? En effet, outre les risques réglementaires liés à la concurrence, nous faisons également extrêmement attention aux risques politiques, et ce dans un contexte de plus en plus protectionniste, surtout dans le cadre actuel des relations tendues entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Vous avez entendu parler des tentatives de fusion entre Renault et Fiat Chrysler, pouvant créer le 3e constructeur automobile au monde. Ces éléments ne sont donc pas à prendre à la légère. Alors j'imagine effectivement que pour éviter ces loupés et limiter les risques, des audits approfondis doivent être menés en amont pour optimiser finalement ces chances de réussite et puis éviter au maximum les risques. Mais est-ce qu'on peut vraiment éviter tous les risques? Effectivement Florentine, mais limiter les risques en phase amont ne veut pas dire les annihiler. Ouais. C'est ici qu'apparaît la nécessité de bien penser la phase d'intégration. Nous sommes régulièrement sollicités par nos clients pour mener à bien cette phase de post-FUSAC et nous avons développé au sein de Square une approche basée sur 4 facteurs du succès. Globalement, les 100 premiers jours sont clés. Il faut en effet, dans ce très court laps de temps, réussir, 1, à mettre en place le cadre stratégique en faisant naître une vision de l'intégration. 2, stabiliser rapidement l'organisation du programme d'intégration. 3, matérialiser la valeur du rapprochement en déclenchant les premières synergies, on parle de quick win. Et 4, réinventer la nouvelle entité afin qu'elle réponde aux besoins du nouvel ensemble. Nous intervenons régulièrement auprès de grands acteurs de la place et la problématique est souvent la même. Nous avons pu le voir récemment auprès de 2 grandes entreprises françaises dont la stratégie nécessite à la fois la cession de certains actifs, mais en parallèle l'achat et de nouvelles acquisitions d'entreprises cibles. Conséquence, de nombreuses intégrations sont à gérer en parallèle et nécessitent une vraie méthodologie structurée de post-fusion-intégration. Alors concrètement, justement, c'est quoi cette méthodologie structurée qui vous permet de sécuriser cette phase d'intégration? Généralement, 3 piliers sont indispensables. 1, d'abord, le lancement d'un cadre fonctionnel de périmètre et de synergie ayant pour objectif d'opérationnaliser et d'affiner les synergies et les coûts potentiels, mais également sélectionner et prioriser les thèmes d'intégration prioritaires. On ne peut pas tout faire en même temps. 2, ensuite, traiter l'aspect organisationnel et managérial. Il s'agit de mettre en place des équipes d'intégration fortement motivées et impliquées et totalement alignées avec le top management et le management intermédiaire de l'entreprise. 3e point, un chantier à surtout ne pas négliger, celui de la gestion des ressources humaines et de la culture d'entreprise. L'importance de communiquer en interne en phase d'intégration est souvent oubliée, mais une fusion-acquisition sans l'implication totale des hommes et des femmes est vouée à l'échec. Très bien. Donc en vous écoutant, on se rend bien compte finalement qu'une opération de fusion-acquisition est vraiment un long processus, qu'il ne faut pas le prendre à la légère et qu'il faut surtout rien négliger en termes que ce soit de communication au marché, mais également
en interne où chaque étape doit être bordée pour ne pas qu'elle conduise à l'échec. Effectivement, Florentine. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.